Giscard et Schmitt, une demi-heure au téléphone. Comment concilier les politiques économiques des deux pays pour défendre la croissance et l'emploi? François Mitterrand répond à Georges Marchais, le programme commun de la gauche, oui. Un programme communiste, non. L'Union soviétique condamnée par les psychiatres du monde entier, le témoignage d'une internée soviétique. Crise politique en Espagne, Adolfo Suarez rentre d'urgence à Madrid. Bonsoir. Pour commencer ce journal, je vous propose un document. Le témoignage de Nathalie Gorbanevskaya, internée dans un hôpital psychiatrique en Union soviétique pour avoir manifesté sur la place rouge. Pliouch, Boukovski, la liste de ceux qui peuvent raconter n'est pas très longue. En Afrique du Sud, au Chili non plus d'ailleurs. Mais pour l'heure, c'est l'Union soviétique qui est visée par la motion du Congrès mondial de psychiatrie réuni à Honolulu et qui a condamné de façon formelle les abus de la psychiatrie à des fins politiques. Le docteur M, psychiatre, invité de notre journal la semaine dernière, a été l'un des premiers à dénoncer l'utilisation de cette science à des fins détournées. Les psychiatres soviétiques, présents à Honolulu, se sont dit évidemment profondément choqués par cette mise en accusation, mais ils n'ont quand même pas quitté la conférence. Du côté des dissidents soviétiques, c'est évidemment une première victoire, et c'est pourquoi il nous a paru important ce soir de vous présenter le témoignage de Madame Gorbanevskaya. Pourquoi avez-vous été arrêté? Je suis écrivain et j'ai été arrêté parce que j'ai écrit un livre sur notre manifestation du 25 août 1968 à la Place Rouge contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. J'ai été envoyé à Kazan. C'est la prison psychiatrique, mais c'est la prison en plein sens du mot. Ce sont des cellules, des murs, des barbelés, etc. Et encore, il y a le traitement arbitraire, les neuroleptiques, le certain haloperidol. C'est très dur, il donne les effets supplémentaires très terribles. Dans la prison psychiatrique, j'ai été 9 mois. Et à la détention 2 années, 2 mois. Mais chaque jour de ma vie à la prison psychiatrique, j'ai senti que je suis à la limite de mes forces physiques et psychiques, que chaque jour je peux perdre ma raison. Mais vous aviez un avocat qui vous a défendu, je suppose. Ah oui. Quand mon avocat a demandé et pourquoi l'envoyer à l'hôpital psychiatrique spécial, c'est-à-dire à la prison psychiatrique, mais pas à l'hôpital ordinaire, l'expert dit que c'est le régime qui la guérira. Vous avez suivi le congrès des psychiatres à Honolulu. Est-ce que vous pensez qu'à partir d'aujourd'hui, les choses devront forcément évoluer aussi bien en Union soviétique que dans d'autres pays? Maintenant, quand il y a cette condamnation, c'est le grand soutien, seulement pas pour dissidents, mais aussi pour les psychiatres soviétiques. Même les psychiatres conformistes ne sont pas contents de sa rôle de bourreau. Maintenant, ils peuvent dire aux autorités, voyez, nous devons écouter ce que dit l'opinion mondiale psychiatrique. Un problème évidemment qui se pose à l'échelle du monde, partout où on emprisonne les hommes pour les empêcher de parler. C'est ce qu'a rappelé entre autres Jean-Pierre Soisson, le secrétaire général du Parti républicain, en lançant ce matin sa campagne d'affiches en faveur des droits de l'homme et du citoyen. 100 000 affiches vont être diffusées sur le thème les droits de l'homme. 2 milliards d'êtres humains les ont déjà perdus. Voici d'ailleurs un exemplaire de cette affiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les maires de France et les leaders de la majorité vont recevoir une de ces affiches, Jacques Chirac aussi donc, et apparemment le maire de Paris est déjà sensibilisé à ce problème car il a profité de l'anniversaire de la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, pour publier aujourd'hui dans Le Monde 2 articles concernant la République et les droits de l'homme. La sécurité sociale, déficit prévu pour l'année prochaine, 5 milliards de francs, ce n'est pas une surprise.
En revanche, nouvelle inattendue pour ne pas dire inespérée, en refaisant ses comptes, la direction de la sécurité sociale vient de s'apercevoir qu'au lieu du trou de 400 millions de francs envisagé pour l'année 77, elle se retrouve avec un excédent de 2,6 milliards. Inespéré, mais pas inexplicable quand même. Sans doute s'est-on trompé dans l'estimation des recettes. On les a minimisées. L'argent est mieux rentré que prévu. Mais sur un budget de 230 milliards de francs, on se trompe facilement au niveau des prévisions d'1 ou de 2 milliards de francs. Mais surtout, depuis le printemps dernier, on a constaté un ralentissement de la progression des dépenses de santé. Les médecins ordonnent moins de médicaments et les malades n'utilisent pas complètement leurs prescriptions. Sans doute ne faut-il pas négliger complètement l'explication économique. Quand on se serre la ceinture, on rogne sur tous les postes de son budget. Mais il y a aussi une autre explication. Peu à peu, les consommateurs deviennent plus raisonnables. Les comptes de la sécurité sociale en tirent un profit immédiat. C'est ainsi que la réduction d'une journée de la durée de séjour moyen dans les hôpitaux entraîne une réduction des dépenses de 3 milliards de francs. Les problèmes de gros sous encore, avec une question qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des débats cette semaine, la hiérarchie des salaires. Faut-il resserrer l'éventail des salaires et dans quelle proportion? Après une déclaration de M. Edmond Maire réclamant un rapport de 1 à 6, c'est-à-dire le rapport qui doit exister dans une même entreprise entre le plus bas et le haut salaire, les réactions sont allées bon train. André Henry de la FEN a parlé de 1 à 4 pour la fonction publique, Yvan Charpentier pour les cadres refusant tout barème et préférant lui la négociation. Les cadres évidemment sont les premiers concernés dans cette affaire, mais il faut bien reconnaître que le débat touche aussi l'ensemble des salariés français, 80% de la population active. Il vaut mieux savoir donc de quoi l'on parle. Voici quelques indications qu'il est indispensable de connaître. Au bas de l'échelle des salaires français, il existe à plancher légal le salaire minimum ou SMIC. Le SMIC est de 9,58 francs de l'heure, soit à peu près un salaire mensuel de 1500 francs, après cotisation sociale et avant impôt. 5% des salariés de l'industrie, du commerce et des services sont au SMIC, soit 700 000 personnes. Maintenant, le haut de l'échelle. Au fur et à mesure que l'on monte, le nombre des bénéficiaires se réduit. 0,02% des salariés, soit 2000 personnes environ, gagnent au moins 33 fois le SMIC, soit plus de 50 000 francs nets par mois. 1% des salariés, soit 100 000 personnes, gagnent au moins 7 fois le SMIC, soit 11 000 francs nets par mois. Mais cet éventail ne peut pas s'appliquer à chaque entreprise. Il existe des entreprises dont les salaires les plus bas sont très au-dessus du SMIC et d'autres dont les salaires les plus bas sont voisins du SMIC. En prenant le SMIC comme unité de compte, la répartition des salariés français, industrie, commerce et services, est à peu près celle-ci avant impôt. De 1 SMIC à 1 SMIC et demi, 30% des salariés, de 1 SMIC et demi à 2 SMIC, encore 30%, de 2 à 3 SMIC, 25%, 6,4% gagnent de 3 à 4 SMIC, 2,2% de 4 à 5, 1,3% de 5 à 6 SMIC, 0,9% gagnent 6 à 7 fois le SMIC et 1% se situe au-dessus de 7 SMIC. Coup de téléphone cet après-midi entre Bonn et Paris, de 18h à 18h30 exactement. Une demi-heure de conversation directe entre le chancelier Schmitt et M. Valéry Giscard d'Estaing. Ils se sont concertés sur leur politique économique et sur la situation en Europe. Le chef d'État français a expliqué à M. Schmitt les dernières mesures de soutien décidées par Raymond Barre. Le chancelier Schmitt faisant à M. Giscard d'Estaing quelques confidences sur la préparation d'un plan de relance pour l'Allemagne fédérale. Et puis le chef de l'État français a indiqué d'autre part qu'il enverrait à Bonn lundi l'un de ses représentants personnels. L'actualité politique, après l'interview de Georges Marchais hier soir dans le journal d'Antenne 2 à 20h, donc ici même, déclaration aujourd'hui de François Mitterrand à France Inter. Pour bien comprendre ce qui s'est dit dans ces deux interventions, nous allons jouer Noël Copain au petit jeu des questions et des réponses. Je vais vous présenter ce qu'a dit, je vais vous rappeler ce qu'a dit Georges Marchais hier soir, et vous résumerez la pensée de François Mitterrand. Premièrement, je retiens d'abord le ton employé hier soir par Georges Marchais. Il a été vraiment très dur vis-à-vis des socialistes, de M. Mitterrand en particulier. Oui, et là j'ai trouvé que le ton de M. Mitterrand, lui, était très différent, même si M. Mitterrand n'a pas toujours parlé aussi paisiblement qu'il le croyait. Mais c'est surtout la démarche qui m'a semblé différente.
Hier soir, à Antenne 2, j'ai cru comprendre que M. Marchais répondait très volontiers, se prêtait très volontiers au jeu des questions sur les difficultés de la gauche. Tandis que tout à l'heure, à France Inter, M. Mitterrand, lui, n'a pas voulu se laisser enfermer dans ce cadre. Il a réagi même avec une certaine vivacité en expliquant qu'il n'était pas venu là pour répondre à M. Marchais, mais surtout pour critiquer la politique de M. Barre. Alors, deuxième point, Georges Marchais, hier soir, a demandé aux socialistes d'être clairs. Il leur a dit exactement pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous expliquer sur votre programme. Alors, M. Mitterrand a voulu s'expliquer, il a même voulu répondre par oui ou par non à une série de questions importantes. Il dit par exemple oui au SMIC à 2200 francs dès que la gauche arrivera au pouvoir. Mais il prononce une série de non. Non à l'éventail des salaires de 1 à 5, c'est irréalisable, dit-il, et démagogique. Il dit non à l'extension des nationalisations en repoussant ce qu'il appelle le centralisme bureaucratique. Et il dit non au rapport Canapa sur la défense nationale en précisant que ce non n'est pas négociable. Il résume tout cela en une seule formule. Le programme commun de la gauche, oui. Le programme du Parti communiste, non. Alors, troisième point soulevé hier soir par Georges Marchais, la crainte de voir les socialistes français adopter une stratégie à la portugaise, c'est-à-dire la volonté de gouverner seul, avec l'accord tacite de la droite, a-t-il dit. Oui, alors là, M. Mitterrand répond que dans une telle hypothèse, toute sa démarche personnelle et la démarche de son parti depuis des années n'auraient plus aucun sens. Et puisqu'il s'agit de solutions à la portugaise, il fait remarquer que M. Marchais n'est pas M. Cunial. Bien, alors maintenant, question toute bête, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ce n'est pas une question toute bête, c'est même la question la plus difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, modestement, il est très difficile de répondre parce que la tension au sein de la gauche demeure quand même extrêmement vive. Mais malgré cette tension, je crois qu'il faut remarquer deux choses. Une chose du côté de M. Marchais, une autre du côté de M. Mitterrand. Du côté de M. Marchais, au milieu de toutes les critiques qu'il a adressées hier soir en Antenne 2 au Parti socialiste, il faut quand même remarquer cette petite phrase, ou en tout cas cette expression, la recherche d'un compromis. Et du côté de M. Mitterrand, il faut noter également cette phrase « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que l'accord soit signé ». Et il faut préciser aussi que le leader socialiste cet après-midi a apporté une série de nuances aux noms que j'énumérais tout à l'heure. Dans le domaine de la défense, il accepte la maintenance de l'arme nucléaire. Il accepte un débat sur la hiérarchie des salaires et il estime qu'entre 9 nationalisations et 1450 chiffres auxquels, selon lui, aboutiraient les propositions communistes, il y a place pour une négociation. La porte reste donc ouverte, même si elle grince encore pas mal, sur une négociation qui de toute façon sera quand même assez rude. L'Airbus à Moscou. L'Airbus à Moscou, les soviétiques ont mis les aérofreins. Comme je vous l'expliquais en début de semaine, cela fait 2 ans maintenant qu'Air France demande la mise en service d'Airbus sur la ligne Paris-Moscou. Depuis, les soviétiques se font tirer l'oreille pour accorder l'autorisation. L'argument le plus souvent employé, c'est « l'aéroport est trop petit ». C'est un peu vrai, on se bouscule un petit peu au guichet de la douane à Moscou. Mais ce n'est pas la seule raison. Chacun d'ailleurs a une explication. Certains disent, comme M. Neuwirth, c'est le même problème que pour Concorde à New York, il s'agit d'une discrimination. D'autres, comme Air France, pensent que c'est un problème différent. L'aéroport de Moscou reçoit des avions du monde entier, mais de taille moyenne, comme ces Ilyushin ou autres Tupolev. Aucun avion de plus de 200 places ne peut y déverser ses passagers, pas de 747 DC-10 ou Tristar américain, pas d'Airbus européen. C'est la version officielle, l'excuse de Moscou Air France qui demande donc depuis 2 ans l'autorisation de poser ses Airbus à Sheremetyevo, aéroport international de Moscou. Il existe des accords entre pays et entre compagnies aériennes qui partagent de façon équitable les passagers. Comme les soviétiques n'ont pas d'avion aussi gros que l'Airbus, ils n'acceptent pas celui-ci chez eux. Alors qu'au même moment, les Américains viennent d'accueillir le premier que la compagnie Eastern a loué, les 3 autres ici devant partir pour les États-Unis cet automne. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec l'histoire de Concorde à New York. Là-bas, le PONIA interdit un nouvel avion à cause du bruit, des vibrations ou des pressions politiques et écologiques. Le véritable parallèle, si parallèle il y a, on peut le faire avec un autre refus soviétique beaucoup moins connu, celui de laisser Concorde relier l'Europe au Japon via la Sibérie, parce que l'équivalent russe, le Tupolev 144 que vous voyez ici, était présenté au Bourget, ce Tupolev n'est pas encore au point. Souvent, la simple politique ne permet pas d'expliquer ces affrontements. Il ne suffit pas de taper sur la table, il faut connaître les avions, les capacités, les pays, les mentalités, et surtout les conditions économiques de chacun. La météo pour demain, il fera beau et chaud dans le sud-est, un temps variable dans le nord-ouest. Par contre, de la pluie des Ardennes aux Charentes et des orages en Champagne et en Bourgogne, ainsi que sur le sud-ouest, près des Pyrénées et sur le Massif central.
De la pluie donc, encore demain, dans certaines régions, une pluie qui, pour le président des syndicats d'exploitants agricoles de Bourgogne, est aussi grave que la sécheresse de 1976. Pour M. Ratti, en Bourgogne, la production de céréales a baissé de 15% et en conséquence, les agriculteurs de cette région vont demander des subsides au pouvoir public. L'État vache à lait quand il pleut et quand il fait beau. Bien difficile d'avoir une opinion tranchée sur ce problème. Par contre, lorsqu'il s'agit de spéculation foncière sur les terres cultivables, c'est beaucoup plus flagrant. À tel point que les jeunes agriculteurs de Lozère ont manifesté avant-hier pour s'opposer à la vente aux enchères d'une propriété. Ils veulent que ces terres soient vraiment rentabilisées. Et on les comprend lorsqu'on regarde la carte de France des prix des terres agricoles. Vous voyez ici en vert foncé et en rouge les régions où la terre coûte plus cher. Plus de 15 000 francs l'hectare, c'est-à-dire 1 500 000 centimes. La région parisienne, le Nord, la Normandie et le Méditerranéen. Les régions les moins chères, moins de 10 000 francs en jaune, les Vosges, le Jura, la Gironde, la Corse et la Haute-Loire. Et le plus souvent, ce sont les jeunes agriculteurs qui sont le plus touchés par l'augmentation des prix de la terre. Il faut aujourd'hui dépenser en moyenne plus de 1 500 000 anciens francs pour acheter un hectare de terre agricole. L'augmentation par rapport à l'année dernière est de 13,6%. Le plus souvent, cette augmentation se fait au détriment des jeunes agriculteurs. Pour eux, la terre est leur principal outil de travail. Yves de Courcelles est le cadet d'une famille de 9 enfants. Il travaille comme aide familiale sur l'exploitation de ses parents dans le Gers. Sa seule possibilité d'être agriculteur consiste à acheter de la terre. J'ai acheté 30 hectares de terre à 54 millions dans 25 km d'ici, quoi. N'ayant pas la possibilité d'acheter dans les environs et ne trouvant pas de fermage, j'ai acheté les 30 hectares. Vous avez dû faire un apport personnel? Oui, j'ai dû faire un apport personnel de 11 millions à peu près, dans un autofinancement quoi, de 11 millions. Et pourquoi avez-vous dû acheter la terre? Oh, j'ai dû acheter de la terre parce que, d'abord, en fermage, il est impossible de trouver. Et donc, il a fallu acheter, quoi. C'était pas... Est-ce que vous n'avez pas peur de vous être endetté? Oh, vous savez, la terre, c'est... On risque pas grand-chose, quoi. On a toujours la valeur de la terre, ça ne dévalue pas. C'est une valeur sûre pour vous? C'est une valeur sûre, oui, c'est ça. Une fois le foncier acheté, il faut encore acquérir le matériel. Il n'est pas question d'acheter du matériel pour le moment. Pas avant 5 ans. Pourquoi? Et parce que d'abord on ne peut pas avoir les crédits, que je suis au plafond et le crédit agricole ne me prête plus pour le matériel, ne veut pas prêter. Et comment vous allez faire? Mais je ferai avec le matériel d'ici. Je m'arrangerai avec mes parents. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, s'estiment mal armées pour modérer le phénomène des hausses des prix. Leurs droits de préemption et leur action en révision des prix sont d'après elles sans efficacité réelle. Nous souhaitons, encore une fois, et je le répète, que des moyens supplémentaires et accrus soient donnés par l'intermédiaire du crédit. Il n'y a pas d'autre moyen pour que les jeunes puissent s'installer. Il n'y a pas d'autre moyen pour que les jeunes puissent être en concurrence avec les non-agriculteurs. Sinon, il n'y aura que les gens qui possèdent de l'argent, il n'y a que les gens qui auront les moyens, qui pourront acquérir la terre, et tous les autres en seront exclus. D'où le rôle des SAFER. Quel sera-t-il? Il est urgent qu'on repense tous ces problèmes. Est-ce que vous pensez que la spéculation justement sur le prix des terres va continuer? Et nous le craignons vivement, d'autant que dans l'intérieur du marché commun, notamment dans les pays comme la Hollande ou l'Allemagne, le prix des terres est encore plus élevé que chez nous. Il atteint près de 4 millions l'hectare. Ici, dans ces régions, il y a un engouement certain pour tous les paysans de ces pays de venir s'installer chez nous. Or, ils feront encore augmenter le prix des terres et reculer encore l'installation des autochtones. Quelle que soit l'évolution de la conjoncture économique à venir, il y a de grandes chances pour que la terre reste pendant longtemps encore une valeur sûre qui tentera beaucoup de détenteurs de fonds. En Espagne, peut-être la première crise du deuxième gouvernement de M. Suarez. Depuis plusieurs jours, des rumeurs circulaient à Madrid expliquant qu'il y avait un malaise au sein de l'équipe gouvernementale. Ce soir, le retour précipité de M. Suarez en France semble confirmer cette crise. Le retour précipité du président du gouvernement espagnol, Adolfo Suarez, n'est en réalité pas tellement une surprise, parce que depuis son départ pour la tournée des capitales européennes,
politiquement parlant, tout ne va pas très bien en Espagne. Hier, par exemple, le président des Cortes, le président du Congrès, M. Álvarez Miranda, a parlé de gouvernement de concentration nationale comme de la seule possibilité pour sortir l'Espagne de la crise. Il rejoint ainsi Santiago Carrillo qui le demande, ce gouvernement de concentration nationale, depuis les dernières élections. On voit que ce sont des positions qui sont quand même assez dures. En fait, on ne peut pas parler non plus de voyage véritablement écourté. Adolfo Suárez a terminé sa tournée avec quelques dizaines d'heures d'avance sur son programme, mais il a quand même rencontré tous ceux qu'il devait rencontrer autour de sa tournée européenne. Avec ce retour précipité, Adolfo Suárez dramatise un peu la situation politique dans son pays. C'est peut-être un élément sur lequel il compte pour remettre de l'ordre dans les rangs de son parti, l'Union du Centre démocratique, et cela donne en tout cas une petite idée des difficultés politiques, économiques et sociales également qui l'attendent en tant que Premier ministre espagnol dans les prochaines semaines. En juillet dernier, il avait été question de livrer des armes à la Somalie. Décision prise aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ajournent leur livraison d'armes prévue à l'intervention leur livraison d'armes, et cela en raison de l'intervention des troupes régulières somaliennes dans le conflit de l'Ogaden, c'est-à-dire le pays situé à la frontière avec l'Éthiopie. Silencieux depuis la guerre des sables entre l'Égypte et la Libye, le colonel Kadhafi vient de relancer une série d'attaques verbales contre le président Sadat, n'hésitant pas à le qualifier de criminel responsable d'une guerre fratricide. Il doit être sévèrement puni, a dit le colonel Kadhafi dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution libyenne. Un anniversaire qui a été marqué également par un impressionnant défilé militaire, avec en particulier, pour la première fois, la démonstration de force des nouvelles fusées sol-sol d'origine russe qui seraient capables d'atteindre directement Israël. En fait, tant dans ce discours du colonel Kadhafi que l'étalage de la puissance militaire libyenne sont destinés à montrer que la Tripoli n'a pas l'intention de renoncer à jouer les troubles faits au Proche-Orient. Après 16 ans de brouille, les États-Unis et Cuba vers une réconciliation. Or, ce n'est pas simple, il ne suffit pas pour cela que chacun des diplomates amène son drapeau et s'installe dans une maison que l'on qualifie d'ambassade. Tout est une affaire de nuances. Alors, pour ne choquer personne, tout s'est passé par pays intermédiaires. À La Havane, les Américains ont utilisé le canal diplomatique des Suisses. À Washington, les Cubains se sont installés avec les Tchèques. Mais des deux côtés, on reconnaît que c'est un premier pas vers un dialogue. President Fidel also remembers Please give him my regard. Good luck to you. Thank you. La poignée de main entre le sénateur McGovern et le nouveau représentant cubain ici à Washington, M. Barodi, est symbolique à plus d'un titre. Le sénateur McGovern a été un grand défenseur du rapprochement entre Cuba et les États-Unis. On peut considérer qu'aujourd'hui, 16 ans de relations difficiles entre les deux pays sont effacés. L'arrivée de 10 Cubains dans la vie américaine n'est pas une mince affaire pour 3 raisons. D'abord, elle marque la reprise de relations rompues il y a 16 ans, le 3 janvier 1961, entre les États-Unis et Cuba. Le président des États-Unis était encore Eisenhower. Ensuite, elle illustre la volonté de l'administration Carter de nouer le dialogue avec des nations au système politique totalement différent de celui des États-Unis. Et puis, elle marque la fin des illusions des exilés cubains qui rêvent toujours de reconquérir Cuba. Mais qu'on ne s'y trompe pas. 10 Cubains à Washington, 10 Américains à La Havane, cela ne signifie pas que les relations diplomatiques sont pour demain. Dans un premier temps, l'ancienne ambassade cubaine s'appellera le Bureau d'intérêt. Et il va falloir réapprendre à mieux se connaître, remettre les montres à l'heure. Pour terminer ce journal, je vais vous parler des absents, de nos amis corses de la plaine orientale qui, depuis quelques jours, conséquence d'un attentat, sont privés de télévision et ne peuvent donc plus suivre le journal d'Antenne 2. Dans un premier temps, évidemment, on s'est intéressé à l'aspect politique, la violence. Ensuite, on s'est demandé qui allait payer, combien de temps ça allait durer. Et puis, les jours passant, la vie a repris ses droits, comme l'on dit, avec cette question toute simple, que font aujourd'hui les Corses sans télévision pour meubler leur longue soirée d'été? Bernard Marchetti est allé enquêter sur place. Réduites à l'état de ferraille par l'attentat du 12 août, les installations de l'émetteur de la Serra di Pigno n'envoient plus d'images sur les 30 000 téléviseurs de la Haute-Corse. En attendant une remise en état dont on ne sait pas encore combien de temps elle prendra, ni comment elle sera financée, il reste aux téléspectateurs désemparés la maigre consolation de savoir
que l'immense pylône est resté intact et qu'il domine toujours à 1000 mètres d'altitude la ville de Bastia. Mais une antenne sans émetteur, c'est comme un mât sans voile, ça ne sert à rien. Alors pour les fanas de la télé, ceux qui ne peuvent supporter de voir leur écran vide, les revendeurs spécialisés ont trouvé deux solutions. Les jeux électroniques adaptables sur un téléviseur se sont vendus à plusieurs centaines d'exemplaires en 15 jours. Les stocks sont épuisés. Et puis la télévision italienne. Les Corses se sont souvenus qu'après tout, ils comprennent assez bien la langue de Dante. Les deux chaînes italiennes sont bien reçues sur la partie orientale de l'île. Il suffit d'équiper les récepteurs. Les installateurs n'arrivent pas à répondre à la demande. Pourtant, il en coûte tout de même de 600 à 900 francs, 1500 francs pour la couleur. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, en attendant le retour de l'image française, on cherche d'autres distractions. Et disons qu'on vend énormément de postes radio, beaucoup de magnétophones, de cassettes, de jeux qu'on peut adapter sur la télévision, qui sont assez intéressants d'ailleurs, assez coûteux. Enfin, ils n'hésitent pas à faire la dépense. Retour aussi à la lecture. La vente des quotidiens a augmenté de 15%, celle des périodiques a doublé. Aux messageries Hachette, un tonnage impressionnant de papier imprimé arrive chaque jour par avion. Revers de la médaille, les magazines de télévision ne se vendent plus. Ils iront au pilon. Chez les libraires, enfin, qui n'ont jamais été à pareille fête, c'est l'euphorie. Depuis qu'il n'y a plus de télévision, la vente a considérablement augmenté. Les gens viennent à la librairie, les gens qui visiblement n'ont pas l'habitude de fréquenter les librairies, viennent et achètent pas mal de livres. On lit. C'est arrivé en été, donc c'est un mode de vie qui est déjà différent. On est plus dehors, donc pour le moment ça ne dérange pas trop. Bon, en hiver, ça arrivait qu'on passait les soirées autour d'un poste, à plusieurs. Bon, maintenant on le fera autour d'une cheminée, on fera ça différemment. Vous ne pensez pas que ça vous manque beaucoup? Pas des masses. C'est vrai, toute une partie de la population, les jeunes surtout, s'accommodent bien des soirées sans télévision. C'est encore la belle saison, les estivants sont toujours là, la Corse vit à son rythme d'été, les cinémas refusent du monde et les cabarets sont pleins. Dans les familles, on a redécouvert aussi les jeux de société et même les plaisirs de la conversation. Mais bientôt, beaucoup de maisons vont se vider. La fin des congés, la rentrée des classes, la Corse va retrouver sa population hivernale et pour beaucoup, les gens âgés surtout, ce sera de nouveau la solitude. Alors on va essayer d'organiser des veillées si on peut le faire, quoi. Comme on a la confrérie, on a restauré un vieux bâtiment qui servait à l'origine pour le culte, on l'a restauré. On va essayer de faire des veillées au châtaignes et des trucs comme ça, quoi. Les veillées, mais ça, c'est pas tous les soirs. Ah oui, pas et tous puis les soirs, une veillée, on monsieur. essaiera, Alors, je sais pas, on lira. Oui, et puis on essaiera d'aller malheureux. chez les gens, quoi, comme on disait dans les temps, à l'époque où il n'y avait pas la télévision, quoi. Est-elle vraiment indispensable, la télévision? Est-elle une véritable drogue? Dans quelques semaines, les Corses pourront répondre en connaissance de cause. Mais l'attentat des dynamiteurs du 12 août, la violence qui s'installe, leur pose d'autres questions, autrement importantes. Bernard Rapp vous présentera avec sa compétence habituelle la dernière édition du journal vers 22h25. Je vous souhaite un très beau week-end et une très belle soirée sur Antenne 2.